On parle énormément de dossiers d'urgence sur la chaîne et c'est normal car la radiologie et tout particulièrement le scanner est vraiment central dans la prise en charge, le diagnostic des différentes pathologies. Et c'est vrai que les lettres de noblesse du scanner ont été acquises grâce à l'avancée du diagnostic pour les douleurs abdominales. On n'en avait jusqu'à présent pas trop parlé, enfin si un petit peu sur le versant vasculaire. Aussi, on va voir ensemble un cas purement digestif, un cas classique, assez rare, mais avec de belles images. On y va! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Awana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour analyser ensemble ce dossier. Il s'agit d'un patient d'une cinquantaine d'années qui présente des douleurs abdominales depuis environ 2 jours. C'est pour cela qu'il est adressé et admis aux urgences. À l'examen clinique et à l'anamnèse, les douleurs sont initialement d'abord lombaires, puis dévie en digestif. Il y a une douleur qui est périombilicale avec une distension abdominale. Le patient signale d'ailleurs un arrêt des matières et des gaz. À la biologie, il y a un syndrome inflammatoire modéré avec une dégradation a priori non connue de la fonction rénale. Il se pose donc la question d'une origine digestive aux douleurs ou éventuellement d'une origine rénale. Et dans ce contexte, un scanner abdominopelvien avec injection est demandé. Et on va le regarder ensemble tout de suite. Voilà, on ne va pas forcément faire de points techniques. Il s'agit d'un scanner abdominopelvien tout à fait lambda. La question sur le protocole, est-ce qu'on réalise un passage sans injection, un passage artériel, un passage portal? Tout ça peut se discuter. Ce qui est absolument indispensable, ça va être un temps injecté portal pour l'analyse des viscères abdominaux. Le temps artériel n'est pas indispensable puisqu'on n'est pas a priori orienté vers une cause vasculaire, mais il peut être utile. Le temps sans injection est souvent réalisé, à mon sens, y compris dans les urgences abdominales, il est souvent très peu rentable. Et ce que je conseille, si on souhaite économiser de la dose, c'est plutôt que de faire 3 passages ou de faire un passage sans injection, un passage au temps portal. Il est probablement plus rentable pour le diagnostic de faire un passage au temps artériel et au temps portal si jamais il faut faire plusieurs passages. En tout cas, la trêve de chichi, on va uniquement regarder le temps portal et uniquement celui-là. On a ici le scanner abdominopelvien injecté au temps portal. Il y a plusieurs choses qui vont sauter aux yeux. La première, c'est la présence d'un épanchement intra-abdominal que vous voyez ici. Donc ici, déclive au niveau du cul-de-sac de Douglas, en interrance, mais également autour du foie, un peu plus haut ici et ici, autour de la capsule hépatique et autour de la rate. Donc on a un épanchement intra-abdominal de faible à moyenne abondance. Ça, c'est une orientation vers une origine digestive aux douleurs. Nous avons également une dilatation des anses qui est assez significative, avec, vous le voyez, ces anses au niveau pelvien que l'on mesure quasiment à 4 cm. Cette dilatation est donc significative et oriente vers un syndrome occlusif, ce qui collait avec la description faite par le patient d'un arrêt des matières et des gaz. Quand on regarde cette dilatation, elle touche les anses grêles. Et vous voyez que le côlon ici, donc pour le côlon droit, ici pour le côlon gauche, est plat. Donc face à un syndrome occlusif, eh bien, il faut rechercher ce qu'on appelle une zone de transition, c'est-à-dire une zone dans laquelle les anses vont passer de dilatées à non dilatées et qui signe le caractère mécanique de l'obstruction. Alors, quand on a l'habitude, on peut repérer cette zone en regardant le scanner en coupe axiale, mais parfois, il peut être plus simple d'obtenir une reconstruction, notamment en coronale, qui va permettre de regarder de manière un petit peu plus facile comment se comportent les anses. Et nous repérons par exemple ici des anses grêles plates, alors que ces anses ici sont dilatées, vous le voyez notamment ici, toutes ces anses dilatées avec un niveau hydroaérique. Et c'est en regardant que l'on va pouvoir voir ici la zone de transition avec des anses dilatées, une anse dilatée, et là ici en aval, des anses plates.
Donc il s'agit bien d'un syndrome occlusif grélique mécanique. Dans ces cas-là, il faut rechercher la cause de l'obstruction. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, on a l'impression de voir quelque chose qui présente une densité différente, qui est située au sein de la lumière de cette anse grêle et qui va obstruer en quelque sorte cette anse grêle et expliquer toute la dilatation de l'anse en amont et le caractère plat non dilaté en aval. Cette chose, quand on la regarde et qu'on la mesure, vous voyez que c'est quand même assez volumineux, hein, ça fait 42 fois 29 mm, hein, c'est assez significatif, ça a des contours bien nets, réguliers. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose d'ovoïde, de type un galet. Et le caractère rond régulier et ainsi que le caractère plutôt hypodense doit vous faire penser à quelque chose. Ce quelque chose, on va le trouver en réanalysant les coupes axiales. Puisque on a dit qu'il y avait un épanchement intra-abdominal, on a dit qu'il y avait un syndrome occlusif grélique mécanique, mais on voit une autre anomalie qui est la présence de bulles d'air ici au sein des voies biliaires. Il s'agit d'une aérobilie. Vous voyez que cette aérobilie, hein, donc ces bulles d'air au niveau de la voie biliaire, se prolongent dans la voie biliaire principale. Alors une aérobilie, ça peut être entre guillemets physiologique, en tout cas pas pathologique chez des patients qui ont par exemple des antécédents de sphinctérotomie. A priori, ce n'est pas mentionné dans le dossier. Et on va rechercher si le patient a été cholécystectomisé ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une structure de type collection avec des parois épaisses, un contenu hydroaérique au sein de la loge vésicale et qui semble bien, communiquer avec cette structure digestive ici qui est le duodénum. Et donc, qu'est-ce que cela peut faire évoquer? Soit il s'agit d'une collection post-opératoire chez un patient qui est cholécystectomisé. Donc pour ça, soit on regarde dans les antécédents, soit on va demander au patient s'il a déjà été opéré de la vésicule biliaire. Et en fait, quand on regarde dans les antécédents et quand on discute avec le patient, il nous dit qu'il n'a jamais été opéré de la vésicule biliaire, mais qu'il a été déjà hospitalisé pour des crises de coliques hépatiques. Alors, on a de la chance, on a un PAX, on peut regarder les anciens examens. Voici un examen sans injection qui date de quelques années auparavant. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit clairement une cholécystite avec une grosse inflammation autour de la vésicule biliaire. Et à l'intérieur de la vésicule, qui c'est que vous voyez qui, de manière bizarre, mesure exactement la même taille? Eh bien, c'est le calcul. Donc, s'il faut faire la synthèse de ce dossier, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le patient avait des antécédents de cholécystite aiguë. Je ne sais pas comment ces antécédents ont été traités. Toujours est-il qu'il a développé au long cours une fistule entre la vésicule biliaire et le duodénum. Cette fistule a permis le passage du calcul, du volumineux calcul de la vésicule vers le duodénum. Le calcul a migré dans le tube digestif pour finir par se retrouver dans les intestins. Et donc, quand on regarde sur le scanner, ça, c'est la vésicule biliaire ratatinée. La fistule vésico-duodénale est quelque part par ici. Ceci explique évidemment l'aérobilie et la présence d'air au sein de la vésicule biliaire. Le calcul a bougé dans toutes les anses et puis a fini par s'obstruer ici, dans cette zone-là. Vous me direz pourquoi dans cette zone-là, ça, je ne le saurais pas. Et explique la dilatation en amont. C'est donc ce qu'on appelle un iléus biliaire, une obstruction des tubes digestifs sur un calcul. C'est une pathologie très classique, mais finalement assez rare. On en voit quelques-uns par an sur un grand centre d'urgence. Alors évidemment, le scanner permet le diagnostic, il permet aussi de s'assurer de la normalité des autres organes, notamment rappelez-vous qu'on pensait éventuellement à une origine rénale, colique néphrétique, pyélonéphrite. Vous voyez qu'il n'y a aucun souci au niveau des reins, il n'y a pas de souci par
ailleurs. J'espère que ce dossier très classique vous aura plu. C'est en tout cas de belles images. Ça montre qu'il faut toujours analyser le scanner, évidemment, dans sa globalité, d'essayer de recoller les différents signes présents à une seule entité syndromique, hein, ce qu'on a pu faire ici. Et ça rappelle aussi qu'il est toujours bon d'avoir soit une connaissance des antécédents, soit tout simplement d'aller rapidement discuter avec le patient pour savoir s'il a déjà eu telle ou telle opération, ce qui peut, comme vous l'avez vu, changer la donne. Voilà, j'espère que ce dossier rapide, sympathique vous aura plu et je vous dis à une prochaine.